Bonjour, bonjour, et oui, c'est déjà la dernière vidéo de l'année, c'est la 31e, appelons ça un bonus, même si j'essaye d'en sortir un peu plus chaque année, et comme nous sommes entre deux fêtes, je me suis dit, bon, j'ai pensé à ceux d'entre vous qui êtes coincés en famille, à vous ennuyer peut-être, ou seuls, à ne pas savoir quoi faire, et j'ai décidé de proposer quelque chose de simple. Aujourd'hui, je vais vous recommander mes 5 séries historiques absolument incontournables pour occuper vos vacances, vos soirées ou votre année prochaine. J'avais fait 2 vidéos déjà sur le sujet, je vous les remets là. J'ai décidé de juste reprendre une des séries parce que vraiment, je n'insisterai jamais assez dessus. Vous verrez. Voilà. En attendant, si vous voulez que je parle d'autres séries, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À chaque fois, je vais vous mettre la plateforme légale où c'est disponible quand c'est possible, mais avec un peu de recherche sur internet, vous devriez facilement les trouver de manière moins plus... Pirate! La dernière fois, j'avais commencé par Rome en disant que c'était LA série historique à ne pas louper, mais la série historique de guerre, eh bien c'est celle-ci. C'est bien simple, Band of Brothers est encore à ce jour une des meilleures références du genre et une démonstration absolument magistrale, absolue de la manière de filmer la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Oui, bah oui, on attaque avec du lourd, peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais on parle des incontournables, voilà, et Band of Brothers, c'est incontournable. Cette série se passe donc pendant la Seconde Guerre mondiale, on y suit une unité aéroportée américaine de leur entraînement jusqu'à la fin de la guerre, en passant par de nombreux théâtres d'opération, le débarquement en Normandie par exemple, la libération de la France, l'hiver dans la forêt des Ardennes, l'ouverture de camps de concentration, l'Autriche et j'en passe, voilà. Chaque épisode, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles situations, de nouvelles difficultés, où l'on suit des soldats auxquels on s'attache assez rapidement, sans trop savoir si leur destin leur fera passer la guerre, hein, voilà. Si vous êtes un peu attentif, vous allez d'ailleurs retrouver derrière ces soldats beaucoup de comédiens qui faisaient alors leurs premières armes, et cette série a tellement eu de succès, a tellement été marquante qu'elle a créé de nouveaux clichés en reconstitution historique. Non pas parce qu'elle est mauvaise, et loin de là, mais parce que tout le monde ensuite a voulu faire des personnages de la 101e aéroportée. Voilà. Après moi je regrette un petit peu sur la série, le rôle des Français qui est pas toujours reluisant et souvent à l'encontre de la réalité, mais bon, j'apprécie pas mal l'intervention régulière de vétérans de la compagnie qui racontent leur propre vision des événements. Ça donne une espèce de un poids et un écho fantastique à l'ensemble. Croyez-moi, ça vous prend comme ça, là, voilà. Il existe une saison 2 qui s'appelle The Pacific, qui, comme son nom l'indique, suit des soldats américains de la Seconde Guerre mondiale dans le théâtre d'opération du Pacifique contre les Japonais. En janvier 2024, c'est-à-dire tout bientôt là, doit sortir Master of the Air, qui est considéré comme la saison 3, centrée autour des aviateurs. Et je vous le dis tout net, c'est ma plus grosse attente série de l'année prochaine. Voilà, Band of Brothers est produite par Tom Hanks et Steven Spielberg dans la droite ligne du film Il faut sauver le soldat Ryan. On a juste une saison de 10 épisodes, sans surprise chez HBO d'ailleurs, et disponible avec le pass Warner. Puis si vous ne l'avez pas, moi je l'ai trouvé en coffret DVD collector juste derrière, à 8 €, donc pas bien cher, et puis sinon il vous reste une petite possibilité. Et je n'ai même pas eu besoin de boire une seule goutte de rhum. Sur ce, je vais changer de vêtements pour vous parler du sponsor du jour qui permet de financer la chaîne, et c'est le jeu mobile Senseiya Legend of Justice. Ah oui, c'est vrai qu'on est en France, Senseiya ça vous parle peut-être pas, mais c'est en fait le manga légendaire connu chez nous sous le nom de Chevalier du Zodiaque. Ici, le jeu nous propose de revivre les aventures des chevaliers dont les pouvoirs sont inspirés de la mythologie grecque, et bien d'autres d'ailleurs, afin de protéger le monde du mal et de la dévastation. On est dans du classique, j'ai envie de vous dire, mais ici, les références mythologiques japonaises et de super-héros aussi, sont tellement bien entremêlées que cela fonctionne toujours très bien. Vous montez donc votre équipe de chevaliers afin d'aller les frotter à différents types d'ennemis, les faire évoluer et gagner en puissance pour relever des défis de plus en plus ambitieux. Personnellement, dès le lancement du jeu, les musiques, les graphismes, les histoires, ça m'a rappelé les épisodes du manga que j'ai vus assez tard, mais sur lesquels j'avais énormément accroché. D'ailleurs, les souvenirs, c'est assez terrible, ça m'a instantanément donné envie de tous les revoir. Et ça va me prendre du temps. Le jeu se joue assez bien, le ramassage des ressources peut se faire en mode automatique quand vous ne jouez pas et que vous avez la flemme de farmer, et l'équipe du jeu organise régulièrement des événements pour le faire vivre. En ce moment, évidemment, c'est l'événement de Noël encore, ce qui permet d'avoir des récompenses spéciales, et les développeurs ont rajouté Iki en armure divine pour booster la puissance de vos équipes. Iki, c'est le chevalier phénix, et d'ailleurs, c'est toujours les persos avec des phénix qui sont super forts dans la pop culture, c'est assez étonnant.
Comme toujours, en suivant mon lien dans la description, vous pourrez télécharger le jeu gratuitement et avec mon code, vous aurez de quoi commencer ce jeu dans les meilleures conditions. On vous offre Iki en armure divine et de nombreuses récompenses pour accélérer votre progression. Sur ce, merci à Senseiya Legend of Justice de sponsoriser notre vidéo. N'hésitez pas à tester le jeu et retour à ses recommandations pour votre fin d'année. Alors notez, même si c'est le début, qu'il n'y a pas de série médiévale ou antique dans la vidéo du jour. Pourtant, des séries historicisantes médiévales, il y en a plein. Et la période a beau être à la mode, elle est systématiquement mal adaptée. Voilà, je vous ai déjà parlé de Marco Polo et de The Last Kingdom, qui ont de bonnes qualités sans être parfaites. Mais au-delà de ça, je n'en ai trouvé aucune qui me semble digne d'un titre à voir absolument. Après, j'aime bien la série Borgia de 2011, la version de Canal+, mais il y a tout de même pas mal de liberté prise avec la réalité, et même si c'est une bonne idée de l'ambiance de l'époque, j'aurais peut-être un peu de mal à la classer comme incontournable, enfin voilà. La période médiévale, ça reste quand même une période qui se trimballe beaucoup d'idées reçues, et les séries fantastiques sont quasiment de meilleures adaptations historiques médiévales que celles qui se prétendent historiques. Savez-vous vous tenir sur la tête? Bon, cela dit, il faudra que je jette un œil à la nouvelle adaptation du roman de la Rose à l'occasion, mais bon, on va passer à la recommandation suivante. Bon, allez, je sais ce que certains vont me dire, Deadwood c'est mieux, eh ben je suis pas tout à fait d'accord, voilà. En fait, Hell on Wheels, c'est une série traditionnellement opposée au Deadwood d'HBO, et il y a toujours la team pour l'un, la team pour l'autre, voilà. Moi je suis team Hell on Wheels, voilà, c'est clair, c'est annoncé. C'est une série qui est sous-titrée L'Enfer de l'Ouest, voilà, ça annonce un petit peu la couleur. Hein, notre histoire commence ici en 1865, et c'est tout simplement le récit au quotidien d'une aventure qui a quasiment créé les États-Unis tels qu'on les connaît. Donc on a deux entreprises, la Central Pacific d'ailleurs, et l'Union Pacific, qui vont se lancer dans une course insensée pour relier la côte Est et la côte Ouest par le chemin de fer. C'est ce qu'on appelle le premier chemin de fer transcontinental qui relie Omaha dans le Nebraska à Sacramento en Californie. 3000 km de voies ferrées à faire émerger de nulle part, un enjeu absolument capital pour le développement du pays. Chaque entreprise est partie de son côté, avec pour défi d'arriver la première au point de jonction dans l'Utah, et il y a encore des portions de ce chemin de fer en activité de nos jours. Enfin, c'était une aventure incroyable, voilà. Après, il faut se rappeler quand même que le territoire sauvage d'Amérique du Nord à l'époque, c'est un peu celui de tous les dangers. Voilà, les colons européens, ils sont pas toujours les bienvenus, que ce soit évidemment face aux peuples natifs déjà sur place, aux animaux sauvages, mais également au pays lui-même, qui semble être un défi permanent à l'ingéniosité humaine, et qui demande de temps en temps à traverser des montagnes, des vastes étendues d'eau, ou des terres, enfin voilà. Hell on Wheels, c'est le récit de cette course incroyable du côté de l'Union Pacific, et la série arrive à brosser pas mal de cas de figure de la période. On y parle par exemple du développement des villes sur le chemin, des conditions de travail des ouvriers, des sujets religieux également, des questions de la place des populations noires ou immigrées asiatiques, des communautés marginales, des rapports plus ou moins tendus avec les peuples locaux, des impacts de la guerre de sécession qui vient de se terminer. C'est absolument passionnant et d'une richesse quasiment inépuisable. Alors bien sûr, comme toute série historique, c'est un peu romancé, mais le récit distille petit à petit beaucoup de thématiques emblématiques de la période, plus ou moins connues, plus ou moins importantes. Et moi je trouve que l'ensemble arrive à donner une bonne idée des enjeux de cette fameuse entreprise de création de chemin de fer et de l'époque où elle est née, voilà, qui sont vraiment, comme je disais, des choses particulièrement importantes qui ont fait les États-Unis modernes. Et comme je vous disais, c'est un peu ce que je valorise tout ça sur les séries dont je vous parle. Je cherche des créations qui ne sont pas spécifiquement et parfaitement historiques, mais des choses capables de vous donner une bonne image de la période, et ce, même si elles sont romancées. Voilà, enfin bref, Hell on Wheels pour moi c'est une incroyable aventure, dans un des défis qui a fait les États-Unis modernes, le tout en 5 saisons de 57 épisodes, produits encore par AMC. Et là encore, j'ai pas trouvé de plateforme légale pour que vous puissiez la regarder, donc Que cette journée demeure celle où vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow. Alors écoutez, on va faire simple, on va faire efficace. Rogue Heroes, c'est ma meilleure découverte série de 2023. Voilà, en une phrase, je viens de vous dire à quel point j'avais accroché à ce truc. Je suis resté scotché de bout en bout. La série est vraiment très bonne. Nous sommes au début de la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés sont en grande difficulté en Afrique du Nord face aux forces allemandes et italiennes.
Dans ce contexte plus que délicat, un jeune officier écossais nommé David Stirling décide de recruter des têtes brûlées de l'armée britannique pour former une unité spécialisée dans les coups de main et les opérations secrètes et audacieuses. Voilà. Ils intègrent rapidement à leur unité des forces de Français libres qui en veulent et multiplient ensemble les coups d'éclat en attaquant par surprise des objectifs stratégiques. Cette histoire est celle de la création des SAS, le Special Air Service, autrement dit les forces spéciales britanniques. On en avait un petit peu parlé dans ma vidéo sur la guerre du désert, mais à l'époque on avait deux ensembles qui faisaient tout et n'importe quoi pour rendre la vie impossible aux Italiens et aux Allemands. D'un côté, la colonne Leclerc des forces françaises libres, alliées au LRDG britannique, et de l'autre, le SAS composé de forces françaises et britanniques, également alliées au LRDG. Ouais, toujours dans les bons coups ceux-là, hein. La série est très bien emmenée par Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders, qui transpose le côté un peu rock et irrévérencieux des Shelby dans cette aventure du SAS britannique. On y retrouve Connor Swindells, mieux connu pour son rôle de Adam dans Sex Education, et qui parvient avec brio à sortir de ce personnage marquant, mais également Alfie Allen, libéré de Game of Thrones, ainsi que l'actrice franco-algérienne Sofia Boutella, récemment à l'affiche de Rebel Moon, dont il y a pas mal de trucs à dire aussi, mais je pense que c'est pas le jour. Et je peux vous dire que ça envoie, je regrette un peu les petits twists historiques qui gomment certaines influences de la France dans le développement des SAS, mais vraiment très franchement, on est loin d'un détournement pur et simple de French bashing comme on en a trop souvent l'habitude au cinéma, et j'ai presque envie de considérer ça comme du détail, tant pour le reste la série fait la part belle aux Français dans l'aventure. En tout cas, sur la saison 1, on verra sur la saison 2. C'est assez rafraîchissant d'avoir un auteur britannique qui n'oublie pas que finalement, ces histoires de guerre dans le désert, c'est aussi le récit de quand les Français, les Anglais arrêtent de se taper dessus, ils sont capables des dingueries les plus inattendues et de l'efficacité la plus folle. Bref, une grande série d'aventures historiquement passionnantes, et même si quelques points sont discutables, comme la personnalité de Paddy Mayne ou la méthode de recrutement des parachutistes français, l'ensemble de la série ne distord pas la réalité de manière problématique. Les ajouts romanesques sont assez cohérents et servent bien le récit, même si David Stirling lui-même semble avoir eu facilement tendance à réécrire sa propre légende avec le temps. La série est disponible sur MyCanal, c'est une production encore en cours par Kudos pour la BBC, et il a été annoncé un spin-off centré sur les événements européens auxquels les SAS ont pris part. Ma foi, ça promet de belles choses, et je vous avoue que j'attends la saison 2 avec une grande impatience. En attendant, allez voir la saison 1 sur MyCanal, ou alors... Que ce jour reste dans vos mémoires, comme celui où vous avez failli. Ah, j'ai oublié de vous dire, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Je vous réserve plein de nouvelles surprises pour l'année prochaine, vous m'en direz des nouvelles. Il y a également l'Instagram qui va recevoir du contenu régulier à partir de janvier, à Ticarius, mais également désormais il y a une chaîne secondaire. Voilà, je vais y mettre pas mal de contenus qui seront plus du tout sur la chaîne principale, les interviews longues par exemple, les FAQ, les reviews de projets, pas mal de débunkage aussi, et beaucoup de contenus historiques additionnels. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner par avance, je suis pas très original, la chaîne s'appelle juste Icarius, et l'adresse est juste ici. Voilà, je vous la mets là. Maintenant que c'est dit, on repart sur le top, et je compte sur vous pour aller vous abonner à tout ça. Alors dans la série des séries que je trouve trop méconnues, malgré leurs qualités évidentes, et ce sans éléments militaires, hein, Mr. Selfridge est assez haut dans ma liste, voilà. Notre histoire se passe en 1909 à Londres. Un ambitieux entrepreneur américain décide de créer dans la capitale britannique son tout premier grand magasin. Il le fait sur le modèle des grands magasins parisiens, comme le Printemps, le Bon Marché, mais surtout les fameuses Galeries Lafayette que vous connaissez encore. Cet homme, c'est Harry Gordon Selfridge. Et à l'époque, il révolutionne l'idée du commerce, des boutiques et de la vente en général. On passe d'un ensemble de petits fabricants dans des petites boutiques à des grands magasins où tout est accessible au même endroit. Selon certains, Harry Selfridge aurait tout simplement créé le concept contemporain de galerie commerciale, allant jusqu'à ajouter des restaurants, bibliothèques, salons et animations dans son grand magasin, qui existe encore de nos jours. Et si le nom d'Harry Gordon Selfridge vous est inconnu, vous connaissez probablement sa devise devenue célèbre, mais également tout à fait abusive de nos jours. C'est lui qui a popularisé cette idée, le client est roi. La série reprend cette histoire avec Harry Selfridge comme personnage principal et la part belle aux personnages secondaires. On y trouve toutes les couches de la société au travers des employés du grand magasin, mais aussi de la grande société mondaine que tâche d'impressionner Harry Selfridge. Et comme pour beaucoup des séries dont je vous parle, à travers pas mal de thématiques de cette aventure des grands magasins, on arrive à faire un tableau de la période, de ses enjeux et de ses subtilités. Alors certes, comme d'habitude, l'histoire est un peu romancée, mais sans abuser. Les costumes sont magnifiques, les ambiances à
tomber par terre, et la série parvient à nous entraîner facilement dans ce grand tourbillon du changement de cette première moitié du XXe siècle. Elle est produite par ITV, 4 saisons de 40 épisodes, et c'est un régal absolu de la voir ou de la revoir de temps en temps, parce qu'en fait, elle pose de vraies questions sur la manière dont les choses commerciales qui nous semblent particulièrement familières, particulièrement normales, et ben en fait, elles ne l'ont pas toujours été. À mon sens, en plus de découvrir la période, on a la possibilité de se poser de vraies questions sur nos modes de consommation. Comment tout ça est arrivé, et peut-être se demander aussi si on n'est pas allé un petit peu trop loin dans ce domaine. La série est disponible à l'achat en VOD, mais là encore pas sur les services de streaming légaux. Alors vous connaissez la chanson maintenant, c'est le moment d'une transition flibustière. Que ce jour reste à jamais dans vos mémoires, comme celui où vous avez failli. Bon là je pourrais vous parler de Downton Abbey, qui selon moi est incontournable aussi, mais je pense qu'on prendra le temps d'en parler un peu plus en détail sur la chaîne. En attendant, couchez les enfants, parce qu'on va attaquer un vrai sujet. Alors je dis coucher les enfants parce que voir autant de personnes s'extasier sur Peaky Blinders quand il existe Boardwalk Empire, pour moi c'est comme voir des gens devenir fous devant un croissant de supermarché quand il existe la meilleure boulangerie de la région à côté. Hein. Voilà. D'ailleurs des personnages de même rang que les Peaky Blinders, ils existent dans Boardwalk Empire, mais qu'ils sont mis à leur juste place, voilà, ce sont des petites frappes sans grande importance. Voilà, maintenant je me suis mis à dos tous les Peaky Blinders fans, on va pouvoir parler un peu de Boardwalk Empire. 1920, une des périodes les plus fameuses de l'histoire des États-Unis débute, et si elle ne dura que 13 ans, presque un siècle après, elle alimente encore les fantasmes du monde entier. Le gouvernement américain décide alors d'interdire la consommation, la fabrication, le transport et la vente d'alcool sur tout le territoire. C'est le début de ce qu'on appelle la prohibition. Mais pour quelques entrepreneurs peu scrupuleux, c'est un jour faste. Lorsqu'un produit très demandé devient interdit, les réseaux clandestins criminels et les mafias font des bénéfices records. Et qu'importe si pour ça il faut recourir à la violence. Boardwalk Empire raconte cette histoire depuis Atlantic City, une des plaques tournantes du trafic d'alcool de la côte Est. On y suit Nucky Thompson, brillamment interprété par Steve Buscemi, qui montre également que les premiers rôles peuvent lui aller à la perfection. Et alors, comment vous parler de Boardwalk Empire? C'est un festival. Voilà, c'est un festival de personnages historiques interprétés de manière impressionnante, de comédiens et de comédiennes derrière ces rôles qui crèvent l'écran, d'un scénario aux petits oignons, j'ai envie de vous dire, carottes, pommes de terre en supplément, et voilà, de décors absolument fantastiques, et les costumes, si vous aimez Peaky Blinders, regardez Boardwalk Empire. Vous allez découvrir ce que c'est que de vrais costumes classe de l'époque, avec de la couleur, des variations de teintes, de motifs, de saisons, de styles. C'est un régal absolument permanent. Et puis on y croise tous les personnages emblématiques de la période, on y suit petit à petit leur évolution, voire leur ascension. C'est comme ça qu'on découvre par exemple un petit jeune un peu excité, habitué aux basses besognes, qui à force d'efforts et de violence se hisse au plus haut sommet. Un certain Al Capone. Mais on a aussi Lucky Luciano, Meyer Lansky, Arnold Rothstein, Joe Masseria, Bugsy Siegel, bref, tous les grands noms des gangsters américains y sont. C'est rien d'étonnant quand on sait que c'est produit par Martin Scorsese, qui a réalisé d'ailleurs le premier épisode, et ça se voit. On a pas mal de thématiques également abordées dans cette histoire de la prohibition qui nous semble familière, mais qu'on connaît finalement assez peu. On a les liens avec l'Europe, les luttes intestines, l'arrivée de la drogue, avec un trafic qui était assez faible à l'époque, les liens avec la politique, le trafic d'armes également, la ségrégation, le rapport à la violence ou à une forme de code de conduite. Voilà, c'est absolument passionnant et ça apporte beaucoup de nuances à l'ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime particulièrement dans cette série. Contrairement à toutes les séries de criminels, elle ne les rend pas sympathiques. Aucun personnage n'est sympathique dans Boardwalk Empire, à aucun moment on a réellement envie d'être à leur place, à aucun moment leurs activités ne sont excusées ou passées pour romanesques, voilà. On n'est justement pas dans Peaky Blinders ou la Casa de Papel, pas de romantisation absurde à la Bonnie and Clyde, ici on fait du sale. On exprime la dualité de cette criminalité attachée à des valeurs, un peu à géométrie variable, et c'est aussi ce qui fait le côté exceptionnel de cette œuvre, la nuance et le fait de ne pas avoir de fascination pour cette criminalité. Enfin bref, pareil, si je devais garder 3 séries à vous recommander, il y aurait forcément celle-ci, tenez-vous le pour dit, voilà, c'est du HBO évidemment, 5 saisons pour 56 épisodes, et c'est sur le pass Warner. Sinon, vous connaissez la chanson. Le capitaine Jack Sparrow.
Voilà pour notre petit tour des séries historiques à voir absolument selon moi. Alors en réalité, je pourrais en ajouter peut-être 5 de plus, peut-être même 10 de plus, et puis faire un épisode de 5 uniquement sur les séries de guerre. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ces petites vidéos de recommandations, et j'en referai l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne fin d'année. On se retrouve très vite pour l'année prochaine, mes petits pirates. Likez, partagez et commentez la vidéo pour faire vivre la chaîne, parce que c'est vraiment important. Et en attendant, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.